lecture, écriture et réécriture dans le Jardin des plantes. L'œuvre de Claude Simon se présente fondamentalement comme un travail continu de réécriture. Une succession, comme le disait déjà le sous-titre du Vent en 1957, de tentatives de restitution de la même histoire, toujours individuelle et familiale. Du Tricheur, le premier roman paru en 1945 jusqu'au Tramway, le dernier paru en 2001, chaque roman de Simon réécrit les précédents, proposant chaque fois une nouvelle version de quelques scènes primordiales qui reviennent comme hanter l'œuvre. Au fil de ces tentatives s'écrit littéralement une autre histoire, celle d'un homme écrivant et réécrivant sa vie, tentant d'en rendre compte, mais n'y parvenant jamais définitivement, et devant dès lors toujours recommencer. Le Jardin des plantes, auquel je vais m'intéresser aujourd'hui, s'inscrit de manière spécifique et tout à fait intéressante dans cette histoire, au sein de laquelle il marque un tournant. Donc, deux choses signalent ce tournant principalement. Premièrement, le Jardin des plantes marque un tournant autobiographique dans l'œuvre de Claude Simon, comme le relève Alastair Duncan dans l'introduction des œuvres dans l'édition de la Pléiade. Je cite Alastair Duncan, « Le Jardin des plantes est un livre à base de vécu, plus encore que les Géorgiques ou l'Acacia, car moins consacré à la famille. La vie de l'écrivain y est au premier plan. » Fin de la citation. Il est vrai que le Jardin des plantes, pour la toute première fois dans l'univers simonien, met en scène un écrivain professionnel. C'est la toute première fois qu'on voit un écrivain professionnel dans le Jardin des plantes, c'est-à-dire un homme qui existe socialement et publiquement comme écrivain. Dans la bataille de Pharsale, les Géorgiques, l'Acacia, on voyait donc ponctuellement un narrateur qui se représentait en situation d'écriture, assis à sa table de travail avec des feuilles de papier. Mais rien n'indiquait cependant que ce travail d'écriture soit autre chose qu'une pratique privée, qui allait mener à une publication. Dans le Jardin des plantes, pour la première fois dans l'œuvre, on voit l'écrivain non seulement comme quelqu'un qui a une pratique d'écriture, mais qui est aussi un personnage public, politique et médiatique. Simon se met en scène en tant qu'écrivain nobilisé, sollicité par des ambassades, des universités, des lobbies, des groupes de pression et intervenant dans différents débats politiques et esthétiques, toujours à distance. Deuxième chose qui signale le tournant qui est pris dans le Jardin des plantes, la réécriture y est, pour la première fois dans l'œuvre, là encore, thématisée. Le Jardin des plantes réécrit pour la xème fois et plusieurs fois les événements de la débâcle de mai 1940 auxquels Claude Simon a pris part, comme on le sait. Le roman est divisé en 4 parties, dont chacune reprend la narration des événements depuis le début dans une perspective chaque fois légèrement différente. Parallèlement à ces réécritures successives, le roman restitue par blocs juxtaposés le souvenir d'un long entretien entre l'écrivain S, donc Simon, enfin que tout apparente à Simon, et un journaliste venu l'interviewer chez lui dans son appartement parisien. Cet entretien traverse l'intégralité des 3 premières parties du roman et porte sur l'insistance avec laquelle revient le thème de la guerre chez S. Face à S, qui tente avec peine de raconter à nouveau, en faisant valoir la difficulté de raconter l'expérience de la guerre à quelqu'un qui ne l'a pas vécu lui-même, le journaliste, dans l'entretien, va chercher à connaître, je le cite, « les faits bruts, simplement, dans leur matérialité ». Le journaliste demande donc à S, donc de soustraire son expérience vécue à ce qu'il appelle la sauce romanesque dans laquelle ses livres l'ont enrobé. Et ce qui va apparaître au cours de l'entretien, c'est qu'il en est de la sauce romanesque comme du sang sur la clé de Barbe Bleue, si je puis me permettre une comparaison. On a beau frotter pour en faire disparaître les traces, elle revient toujours maculer le plat de résistance qu'elle entache irrémédiablement. Dans le cadre de cet atelier sur les actes de lecture, j'essaierai de montrer comment cette discussion qui traverse le Jardin des plantes sur le rapport entre roman et expérience vécue va donner lieu à une relecture du roman romantique, qui situe au fondement de l'écriture simonienne la figure tutélaire de Stendhal. J'essaierai de montrer comment cette relecture met de l'avant l'écriture romanesque autobiographique en raison de la tension qu'elle implique avec la réalité et qui engage l'écriture romanesque sur le terrain de la réécriture. Le Jardin des plantes, pour le rappeler, se présente comme un agencement de fragments qui s'emboîtent et se succèdent tout au long du roman. Excusez-moi, une petite... oui. Merci. Ces fragments sont soit des bribes de souvenirs de l'écrivain S, soit des citations intégrales de textes qui habitent sa mémoire ou complètent ses souvenirs. Donc, parmi ces textes, on retrouve beaucoup de documents d'archives, notamment des archives militaires, les actes du procès de Brodsky, le journal de Rommel, des carnets de notes de Flaubert, des correspondances d'écrivains, beaucoup de choses. Mais on retrouve également des extraits de romans, notamment des extraits de L'Idiot, de l'adolescent de Dostoïevski et beaucoup d'extraits de Sodome et Gomorrhe de Proust. Le premier romancier dont le nom est cité dans le texte du roman, à l'exception donc d'une citation de Dostoïevski qui est en exergue, mais le premier romancier qui est cité dans le texte, c'est Stendhal, dont le souvenir est directement associé à cet entretien avec le journaliste.
qui est cité pour la première fois dans le même extrait. Donc, je cite, au tout début du Jardin des plantes, « J'avais encore pas mal de choses à apprendre. Ce n'était qu'un début, affirme S, qui se remémore les événements de mai 1940. » Je poursuis la citation. « De temps à autre, un cavalier tombait de son cheval ou roulait par terre avec lui, mais on ne se retournait pas. Des années plus tard, un journaliste m'a demandé comment on faisait pour vivre avec la peur. Je lui ai dit, « Vous voyez, chacun fait ce qu'il peut. Ce n'est pas comme Stendhal caracolant gaiement sous les boulets à Waterloo. » Il m'a dit, « Pas Stendhal, Fabrice. » J'ai dit, mais si, Fabrice, suivant lui dans les fourgons de l'intendance. Vous pensez bien que Stendhal n'a pas manqué l'occasion de montrer ce courage dont il était si soucieux. Fin de la citation. La question de la peur devant la mort pendant l'expérience de la guerre dévie initialement vers celle du rapport entre l'homme et l'œuvre. Simon, de manière surprenante, ici renverse initialement la leçon proustienne, affirmant que l'œuvre, c'est l'homme, l'homme déguisé, masqué. Fabrice serait une espèce de masque de Stendhal, affirme S, de la même façon qu'il affirmera plus loin dans le roman que Charlus, c'est Proust, que les goûts pervers du baron sont en fait ceux de Proust. La question de la peur pendant la débâcle de mai 40 va revenir comme un véritable leitmotiv dans tout le roman. C'est une question qui obsède le journaliste, qui devra la poser avec insistance pour réussir à obtenir enfin une réponse. Qui l'obtiendra, j'y viendrai. Le journaliste s'intéresse à l'expérience de la grande débâcle racontée précisément dans le roman La Route des Flandres, un roman qui est paru en 1960 et qui est le plus largement lu et enseigné de tous les romans de Claude Simon. Peut-être même un des seuls, en fait. Dans ce roman, dans La Route des Flandres, je le rappelle, Simon raconte principalement deux événements particulièrement traumatiques. Premièrement, qui sont des événements autobiographiques qu'il a vécus. Premièrement, donc, il raconte l'effondrement de son régiment de cavalerie le 10 mai 1940, pendant la Grande Débâcle, auquel il a survécu, seul avec deux autres hommes qu'il va retrouver quelques jours plus tard. Et deuxième événement, il raconte sa chevauchée à découvert sur une route de campagne derrière ces deux hommes, en tête desquels se retrouve son colonel qui va les entraîner vers une mort certaine et qui sera assassiné donc le 17 mai 1940 par un tireur allemand embusqué derrière une haie. Cette expérience tragique et terrifiante a dû être vécue de manière très intense, suppose le journaliste, qui incite S à parler de son expérience pour en tirer, je dirais, une leçon de vie, une espèce de sagesse existentielle. Le journaliste demande à S comment fait-on pour vivre avec la peur. Le journaliste cherche à faire de l'expérience de S une expérience édifiante, ce à quoi S résiste ardemment. Il apparaît rapidement que la conception que se fait le journaliste de l'expérience de S est conditionnée par des images de la guerre, par des dessins, des photographies, disons, apocalyptiques qui représentent des explosions, des champs dévastés, des corps démembrés, etc. Aussi, le journaliste interrompt rapidement S dès qu'il commence à essayer de répondre à sa question pour lui dire qu'il reconnaît dans la narration que lui fait S l'univers de Faulkner. Je cite un extrait du Jardin des plantes. Il, le journaliste, il a dit « Ah, le bruit et la fureur ». J'ai dit « Non, beaucoup de bruit, mais pas de fureur. » Excusez, encore une chose qui vous déprime encore plus. C'est-à-dire que ceux d'en face avaient l'air de faire ça comme à l'exercice, comme un travail exécuté avec soin, avec méthode, sans s'énerver. Fin de la citation. S concède au journaliste qu'il a mal raconté son expérience de la guerre dans La Route des Flandres. Rappelons que le premier titre prévu pour le roman de 1960 était « Description fragmentaire d'un désastre ». Ce seul titre évoque des images qui correspondent tout à fait à celles que le journaliste associe automatiquement à La Route des Flandres et qui n'ont donc rien de surprenant ni d'illégitime. Pas plus, par ailleurs, que l'association de l'esthétique simonienne à celle de Faulkner, qui, on peut le rappeler, est généralement admise par les critiques dans les années 60. S prend donc tout le blâme pour les mésinterprétations que son roman a suscitées. Je cite, « Je ne l'ai pas si bien décrite, cette route des Flandres, parce que, figurez-vous qu'un des éditeurs étrangers a trouvé bon de décorer la jaquette du livre avec un dessin représentant le cadavre d'un cheval en travers d'une route défoncée, boueuse, parsemée de flaques et bordée d'arbres déchiquetés. D'une manière générale, les couleurs des jaquettes tirent sur le rouge et le noir, feu et ténèbres. Comme ça, le lecteur n'a plus besoin de lire. Et si par malheur il lit, il va être terriblement déçu. Parce que là, je veux dire, sur cette route, s'il y avait de la fumée, c'était tout juste de loin en loin, et juste un filet. Et non pas noir, mais bleuté, dans le soleil. Quelques camions ou quelques voitures qui achevaient de brûler, et le ciel tout bleu. Et ce qui allait arriver, c'était simplement un tranquille assassinat. Alors, j'ai sans doute mal raconté tout ça, et il faudrait reprendre. Fin de la citation. Ainsi, les images que suscite La Route des Flandres ne correspondent pas à la réalité de l'expérience vécue par S. Il ne cesse de le répéter, ça revient souvent. Je cite un exemple, « Pas d'arbre à bognon dans ce que j'ai vu, pas de dramatique ciel noir et rouge, pas de monceau de mort, pas de chemin défoncé de flaques, un beau soleil, la verte
campagne. Fin de la citation. Cette relecture de la route des Flandres, comme suscitant des images inadéquates à l'expérience vécue, peut étonner, dans la mesure où, dans les Géorgiques, en 1981, Simon avait justement associé la route des Flandres à une esthétique réaliste, plus exactement à une forme de réalisme phénoménologique qu'il s'agissait dans le roman de 1981 de dépasser. On apprend effectivement au début des Géorgiques que le protagoniste a déjà écrit un roman, que tout apparente à la route des Flandres une fois de plus, et à propos duquel le narrateur écrit, je cite, c'est un extrait des Géorgiques, donc « En tenant compte de l'affaiblissement de ses facultés de perception dues à la fatigue, au manque de sommeil, au bruit et au danger, des inévitables lacunes et déformations de la mémoire, on peut considérer ce récit, comprendre ici la route des Flandres, on peut considérer la route des Flandres comme une relation des faits aussi fidèle que possible. » Fin de la citation. Ce qui apparaît dans Jardin des Plantes, c'est que ce réalisme phénoménologique de la route des Flandres n'était pas digne de ce nom, n'était pas réaliste. Il s'agissait en fait tout juste d'un réalisme biaisé en fait par la lecture de Faulkner. Simon, cherchant à rendre compte de son expérience dans le roman de 1960, a lu dans son expérience un roman de Faulkner. Pour le journaliste du Jardin des Plantes, le réalisme phénoménologique de la route des Flandres n'est qu'une fiction théorique, un masque que revêt l'auteur et qui lui permet de ne pas parler en son nom propre, de ne pas témoigner, autrement dit. Pour atteindre la vérité de l'expérience vécue, le journaliste demande à Hess de s'en tenir au témoignage. Il veut soustraire de la route des Flandres tout le romanesque, qu'il soit simonien ou faulknerien. Au terme de cette opération de soustraction, c'est non plus la lecture de Faulkner, mais ce qui m'a intéressé dans la suite de mon exposé, celle de Stendhal, qui apparaîtra déterminante dans l'écriture de Simon, et jusque dans l'écriture testimoniale initialement pratiquée par Simon, dont Jardin des Plantes fera revenir, je dirais, le fantôme en même temps que celui de Stendhal, donc je fais allusion à la corde raide. J'y arrive. Ces deux fantômes, donc la corde raide et Stendhal, sont issus principalement de la présence dans le Jardin des Plantes d'un mot dont l'apparition est soigneusement orchestrée dans tout le roman, l'objet d'une soigneuse mise en scène. Ce mot constitue la réponse ultime que donne Hess à la question du journaliste. Cette question, comment vit-on avec la guerre? Je cite, « Le journaliste disant, mais enfin, si ce n'était ni désespoir, ni renoncement, ni abdication que vous ressentiez, ni... » Et Hess disant que non, ce n'était rien de tout ça, qu'il y aurait peut-être un mot, mais qu'on lui donne en général un sens qui... Et à la fin, il dit « mélancolie ». Fin de la citation. Hess précise un peu plus loin le sens que lui donne à mélancolie. Je cite Hess, disant que, d'une façon générale, le mot mélancolie doit faire surgir de ces images plus ou moins mièvres à la mode chez les pré-raphaélites anglais, aux couleurs fades, de femmes languissantes à l'œil rêveur, ou encore de cet ange pensivement assis, drapé d'une longue robe, soutenant sa tête d'un poing, son autre main prête à abandonner un inutile compas et entouré sur la gravure de multiples accessoires allégoriques dont l'ensemble évoque la lamentation du poète, la chair est triste, hélas, et j'ai lu tous les livres. Et Hess dit que c'était même exactement le contraire qu'il entendait par mélancolie. Ni ces chlorotiques Ophélie, ni non plus cet allégorique fatras de livres jetés, cet inutile compas, cette amère songerie, mais quelque chose de violent qui protestait, furieux, bâillonné, mais hurlant. Jamais je n'avais tant désiré vivre, jamais je n'avais regardé avec autant d'avidité, d'émerveillement le ciel, les nuages, les prés, les haies. Fin de la citation. Hess affirme que... Pardon? Hess affirme que la mélancolie qu'il a ressentie sur la route, chevauchant derrière son colonel devenu fou et les entraînant vers une mort certaine, se distingue de la mélancolie donc des peintres anglais pré-raphaélites et des symbolistes. On en comprend que sa mélancolie n'est pas une mélancolie post-romantique. Ce post-romantisme me paraît ici signaler l'absence, il est ici étonnante, de référence au romantisme français dans ce passage sur la mélancolie. Il est en fait étrange qu'on parle de mélancolie sans mentionner le nom de Nerval, de Chateaubriand ou même de Baudelaire, qui sont pourtant cités ailleurs dans le Jardin des Plantes. Simon, me semble-t-il, va chercher ces références trop loin dans ce passage. Il va les chercher en marge du sujet, le nommant ici par son absence. Si la mélancolie de Hess n'est pas post-romantique, elle doit porter en quelque sorte quelque chose de romantique en elle. Il me semble que c'est ce qu'on peut comprendre de cette omission. Elle est quelque chose peut-être comme une résurgence fantomatique du romantisme. Cette résurgence s'inscrit dans la prose même de Simon, il me semble, je recite, « Jamais je n'avais tant désiré vivre, jamais je n'avais regardé avec tant d'avidité, d'émerveillement le ciel, les nuages, les prés », où l'on peut entendre soit les Confessions de Rousseau, un peu des Mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand et même peut-être L'Étranger de Baudelaire.
Avant de nommer enfin la mélancolie, S avait utilisé un autre repoussoir pour définir son sentiment sur la route dernière son colonel. Je le cite. S dit au journaliste que lorsque l'on conduit Julien Sorel à la guillotine, Stendhal écrit que celui-ci se trouve en veine de courage et que marcher au grand air est pour lui une sensation délicieuse. Sapristi, commente S, comment peut-on écrire et qu'éplussait lire de pareilles fadaises? Tandis que le grand air où se déroulait la marche des 4 cavaliers rendait au contraire la chose infiniment plus insupportable qu'elle ne l'aurait été si tout cela s'était passé de nuit ou sous la pluie ou dans cette boue si chère aux illustrateurs. Fin de la citation. De la même façon que les références post-romantiques signalent la présence fantomatique du romantisme ici, la référence à Julien Sorel réveille un autre fantôme, celui de Fabrice Del Dongo. Le problème du journaliste qui interviewe S, c'est qu'il n'a lu de Simon que La Route des Flandres, manifestement. Ainsi, il ne sait pas que S a réécrit La Route des Flandres plusieurs fois, notamment dans Les Géorgiques et dans l'Acacia, ce dernier roman disant justement l'impossibilité du témoignage. Il ne sait pas non plus que La Route des Flandres, qu'il prend pour origine, est déjà une réécriture. Les événements du 10 au 17 mai 1940, en effet, ont déjà été racontés par Simon dès 1947 dans La Corde raide, un livre dont Simon a interdit la réédition. La Corde raide se présente comme un recueil de pensées et de souvenirs. C'est le seul livre de Simon qui ne porte pas le sous-titre générique roman et qui s'apparente effectivement plutôt à l'essai. C'est dans cet essai, donc, et je rappelle que l'exergue du Jardin des plantes est emprunté à Montaigne, qui marque peut-être le lien entre les deux ouvrages de 47 et de 97. Cet essai, donc, c'est dans cet essai, dans La Corde raide, que Simon raconte pour la première fois son expérience de la débâcle de 40. Voici le récit qu'il donne alors des événements. Il raconte sa fuite, donc, après l'effondrement de son régiment, avant qu'il ait retrouvé son colonel. Je cite. « Maintenant, ça y est. Maintenant, tout ce à quoi j'étais mêlé, j'appartenais, me liait, m'entourait, c'était fini. Vous débarrassant du même coup de la peur, du calcul. Je ne pensais pas alors de quelle façon j'allais mourir, et c'eût été grotesque. Un cavalier démonté, clopinant et hors de souffle abattu d'une balle dans le dos, sans nul décor de bataille dans le calme et paisible tableau d'une campagne printanière et verdoyante. Plus tard, j'imaginais ma mort. Il me fut alors possible de me voir, entrer jusqu'à mi-jambe dans l'eau du ruisseau, essayant désespérément de le faire franchir par ma jument, tandis qu'autour de moi des tanks étaient en train de se démolir. J'eus le temps de me voir, de penser que je devais être ridicule, de me comparer à une gravure de chasse anglaise où un monsieur en habit rouge tirait de la même façon sur un cheval, de me souvenir de Fabrice Del Dongo et de penser que c'était de cette manière ridicule que j'allais crever, participant à une grande bataille dont on parlerait plus tard, mensongèrement, dans les livres d'histoire. » Fin de la citation de La Corde raide. Donc, tous les éléments du récit que fait S au journaliste dans Jardin des plantes, la peur, l'imminence de la mort, le décor pastoral incompatible avec les événements, tous ces éléments se retrouvent en fait déjà textuellement dans La Corde raide, paru 50 ans auparavant. En voulant éliminer la sauce romanesque La Route des Flandres pour en obtenir le témoignage, le journaliste amène S à reprendre un texte antérieur, un texte non romanesque, mais qui convoque un roman, La Chartreuse de Parme, et une représentation iconique, une gravure, pour raconter l'inénarrable, pour rendre réaliste l'irréel. Si on n'a pas vécu soi-même une chose du même genre, affirme S au journaliste, on ne peut pas s'en faire une idée parce que tout semblait se dérouler dans une sorte de brouillard d'irréalité. Non, précise S, ce n'est pas l'effet du temps, ce n'est pas le brouillage de la mémoire. Au contraire, S dit qu'il garde de toute cette affaire un souvenir précis, et que ce qui est précis, c'est justement cette irréalité dans laquelle tout semblait se dérouler. Fin de la citation. Ainsi, ce n'est pas le temps qui passe, le brouillage de la mémoire qui cause la difficulté de raconter. Ce n'est pas que S ne peut pas remonter en arrière. Ce n'est pas ce qui fait qu'il ne peut pas témoigner. Ce qui fait qu'il ne peut pas témoigner, c'est qu'il n'y a pas d'arrière accessible vers lequel remonter, autre que la béance du présent. Le présent est précisément ce à quoi on n'a pas accès, ce dont on ne perçoit la réalité qu'après coup. Comme l'écrit Tiffaine Samoyeau commentant Pascal Quignard, je cite, « Parce que nous ne serons jamais contemporains des événements qui nous ajoutent ou nous retranchent au temps, toute pensée du temps présent et de la présence au temps est impossible. » Fin de la citation. Il me semble que l'intrusion qui demeure anachronique dans l'univers simonien d'une forme de mélancolie romantique liée à la contemplation avide d'une nature pastorale vient dire cet arrachement au présent, cette non-contemporanéité dans laquelle il se donne. En nommant son expérience vécue mélancolie, S dit qu'il n'a pas été entièrement présent aux événements, qu'il ne leur a jamais été et ne leur sera jamais véritablement contemporain.
C'est ce qui fait que le souvenir originel de Fabrice Del Dongo, appelé par celui de la débâcle de 40, conserve toute sa prégnance et son actualité. Il ramène à la mémoire une réalité vécue comme disjonction des temps, pour citer à nouveau Tiffaine Samoyau. Je reviens, pour terminer, à ce premier extrait du Jardin des plantes dans lequel apparaissait conjointement la question de la peur vécue en 40 et la référence à Stendhal. Je répète, « Chacun fait ce qu'il peut », disait-elle, « je ne suis pas comme Stendhal caracolant gaiement sous les boulets à Waterloo. » « Vous voulez dire Fabrice ?» demandait le journaliste. « Non, Stendhal », confirmait S. Alastair Duncan a relevé que cette lecture de Stendhal que propose Simon au début du Jardin des plantes est tout à fait conforme à celle d'Henri Martineau, spécialiste de Stendhal dont Simon s'est moqué à moult reprises dans ses conférences et entretiens des années 60 et 70, tournant en dérision l'admiration de Martineau de la logique psychologique du rouge et le noir. Or, Simon reprend exactement dans le Jardin des plantes l'analyse que propose Martineau de la Chartreuse de Parme et qui fait de l'histoire de Fabrice à Waterloo une transposition des souvenirs de Stendhal traversant le col du Grand Saint-Bernard et ses souvenirs de la campagne de Russie également. Cette adhésion soudaine aux propos et à la conception de la littérature de Henri Martineau me semble avoir deux fonctions dans le Jardin des plantes. Premièrement, elle fait de Stendhal la figure tutélaire d'une écriture romanesque à base de vécu dont Simon se réclame. Au cœur de cette écriture se trouve une conscience de la cristallisation que produit l'image dans la mémoire et qui fait de l'écriture du vécu, invariablement, une écriture du présent de la mémoire, reportant continuellement son achèvement. Stendhal, pour Simon, est le premier écrivain à avoir saisi, avant Proust, le contraste qui sépare le vécu, qui est du temps en cours, et sa cristallisation en images fragmentées dans la mémoire. Il me sembla, écrit Stendhal dans un passage de la vie d'Henri Brulard que Simon cite fréquemment, que nous entrâmes à l'intérieur de l'hospice. Mais les récits qu'on me fit de cet intérieur produisirent une image qui, depuis, a pris la place de la réalité. Donc, les lecteurs de Simon reconnaîtront cette phrase qu'il cite souvent. Stendhal poursuit, « Voilà un danger de mensonge que j'ai aperçu depuis que j'ai entrepris ce véridique journal. Par exemple, je me souviens fort bien de la descente, mais je ne veux pas dissimuler que 5 ou 6 ans après, j'envise une gravure que je trouvais fort ressemblante, et mon souvenir n'est plus que la gravure. » Fin de la citation de Stendhal. Stendhal, postule Simon, aurait dû pousser le raisonnement plus loin pour se rendre compte qu'il ne décrivait même pas cette gravure, mais une image qui se formait alors en lui de cette gravure et qui en prenait la place, encore une fois. C'est cette continuelle présentification du passé dans la mémoire qui fait de l'écriture du vécu, pour Simon, un long processus de réécriture et dont il voit peut-être la source chez Stendhal. Deuxième chose, l'adhésion aux propos de Martineau au début du Jardin des plantes prépare, je crois, la réhabilitation de la figure de Stendhal à la fin du roman. Cette réhabilitation passera par un renversement de la lecture ou une mise à distance, peut-être pour le dire plus justement, une mise à distance de la lecture néo-romanesque de Stendhal, à commencer par celle que propose Simon elle-même. À la fin du Jardin des plantes, Simon reproduit un long extrait des échanges entre les participants au colloque de Cerisy sur le nouveau roman en 71, colloque qui était dirigé par Jean Ricardou. Dans ces échanges qui portent sur la question de la référence, Rob Grillet distingue l'écriture de Simon de celle des autres nouveaux romanciers. Donc, je cite Rob Grillet, qui est cité dans le Jardin des plantes. « Chacun d'entre nous est soumis à des tentations vers un certain passé référentialiste. Claude Simon, parmi nous, est le seul qui a éprouvé le besoin de laisser afficher au mur le billet de banque référent. Claude Simon nous donne constamment des référents. Il faut bien croire qu'il accorde aux référents une importance supérieure à celle que font les autres romanciers de cette réunion. » Fin de la citation de Rob Grillet. Simon ne participait pas à cet échange, qui ne montre certes pas Rob Grillet sous le jour le plus sympathique ou le moins dogmatique. L'ironie qui se dégage de cette transcription sert une critique, certes des anciens chefs de file du nouveau roman, mais il me semble plus fondamentalement, elle sert une autocritique et une relecture pour Simon. Si Simon ne participait pas à l'échange avec Ricardou et Rob Grillet, il a pris la parole pendant le colloque de Cerisy dans une intervention bien connue qui est intitulée « La fiction mot à mot », dans laquelle il a élu à son tour une nouvelle tête de Turc, Stendhal. Dans la fiction mot à mot, Simon fait preuve d'une malhonnêteté intellectuelle et d'un dogmatisme tout aussi grand envers Stendhal que ceux de Rob Grillet envers lui-même. Il réduit en effet la trame narrative de la Chartreuse de Parme à un synopsis de film hollywoodien pour disqualifier l'esthétique romanesque de Stendhal qui, affirme-t-il, ne repose sur aucun principe de composition autonome et ne fait que reconduire le temps des horloges au profit d'une démonstration psychologique conséquemment illégitime.
Cette déconstruction de Stendhal s'inscrit bien évidemment dans la rhétorique que la polémique néo-romanesque a instituée et que Simon me paraît mettre à distance dans le Jardin des plantes pour mettre de l'avant la pleine actualité des textes du passé. On ne peut pas, déclarait Simon-Madeleine Chapsal dans un entretien de 1960, s'exprimer aujourd'hui avec la phrase de Stendhal, ce serait se promener en calèche. Fin de la citation. Le militantisme néo-romanesque pour une extrême modernité du style me semble relégué au passé dans le Jardin des plantes. Ce militantisme apparaît moins contemporain qu'une pluralité de souvenirs de lecture, de toute époque et de toute origine confondue, co-présente dans la mémoire. Au présent de la remémoration, l'éruption de ces souvenirs de lecture vient dire l'irréalité d'un passé qui, comme eux, ne cessera jamais d'être présent dans la mémoire. Merci.